Bonjour à tous. Je suis Caroline Mignalet. Je dirige Averroès e-learning, donc la première structure de soutien scolaire dédiée au lycée français de l'étranger. Je vous accueille aujourd'hui en compagnie de donc Aline Alias, qui est basée au Chili et donc qui représente Averroès e-learning pour l'ensemble des élèves et des familles en rythme sud. Bonjour. Voilà. Et je suis aussi accompagnée de Cécile, qui est basée en France comme moi et qui est le relais auprès des familles pour identifier vos besoins, constituer des groupes homogènes, etc. Voilà. Bonjour. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans ce webinaire de presque mi-année pour vous. Euh, et du coup, on a choisi cette année de couvrir l'ensemble des besoins et des attentes des élèves de la troisième à la terminale. Et donc, dans l'ordre, on va s'intéresser au brevet, au choix de spécialité en seconde et aux épreuves de bac en première et en terminale. Ce webinaire est co-organisé avec la FAPE, dont la représentante s'excuse aujourd'hui, qui n'a pas pu être là. Donc, la FAPE, c'est la fédération de vos associations de parents d'élèves, et donc qui est organisée, qui travaille sur l'ensemble du monde et qui est organisée en réseau, et dont la responsable pour la zone sud est de mémoire basée au Panama. Voilà. La manière dont on va s'organiser, c'est-à-dire que je vais d'abord parler du brevet et de la classe de seconde et des choix de spécialité. À l'issue de cette partie, ben, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser le chat, soit utiliser le Q&A qui est disponible. Et on regroupera les questions à la fin de chaque partie pour que ce soit un peu confortable. N'hésitez pas si vous aviez, comme on n'est pas très nombreux aujourd'hui, si vous avez des questions spécifiques, voire un peu plus individualisées, n'hésitez pas à les poser. Si on peut répondre, on essaiera d'y répondre l'une ou l'autre. Voilà, je ne sais pas si Cécile et Aline voulaient ajouter quelque chose. C'est bon. C'est bon? Ou s'il y a des questions en espagnol, n'hésitez pas non plus. Oui, voilà. Alors, Cécile et Aline, effectivement, donc Aline, ben, au Chili, évidemment, parle espagnol et Cécile parle aussi espagnol. Donc, en fait, à part moi, on pourrait faire ce webinaire complètement en espagnol. Voilà. Euh, alors, donc on va démarrer avec la préparation du brevet. Donc en 2024, pour la dernière année, le brevet ne conditionne pas l'accès en classe de seconde. Alors, c'est le premier examen officiel des enfants. C'est clairement un espèce de galop d'essai pour le bac, puisqu'on retrouve un peu aujourd'hui dans l'organisation des épreuves de brevet ce qu'on retrouve dans l'organisation des épreuves du baccalauréat, euh, et avec un fonctionnement similaire. Mais je le répète, que quelle que soit la réussite à l'examen du brevet, celle-ci ne décide pas, ce n'est pas d'avoir ou pas le brevet qui décide si votre enfant pourra ou non passer en seconde. C'est le conseil de classe qui, pour la dernière année, reste effectivement décisionnaire de ce passage dans la classe supérieure. Alors, le brevet, bah, comme le bac aujourd'hui, le brevet, c'est un mélange de contrôle continu et d'un examen final. Donc, contrôle continu, ça veut dire bah, ce sont toutes les notes de vos enfants pendant la classe de troisième, donc premier, deuxième, troisième trimestre ou premier, deuxième semestre, selon l'organisation de votre lycée. Donc ça compte pour 50%. Et 50% de l'obtention de ce premier examen dépend des épreuves finales qui donc vont se dérouler au mois de novembre 2024.
Ces épreuves, pour les élèves de brevet, elles sont au nombre de 5. 4 épreuves écrites, une épreuve orale. Donc, les épreuves écrites, le français, les mathématiques et l'histoire géo. Donc, le français et les mathématiques, qui valent 100 points chacune, qui sont des épreuves de 3 heures. L'histoire-géographie, qui est une épreuve de 2 heures et qui compte pour 50 points. Et une épreuve de sciences, qui est elle une épreuve d'1 heure, qui compte aussi pour 50 points et qui, selon les années, tourne. Ce sont donc 2 matières qui sont tirées au sort entre les maths, pardon, la physique-chimie, la SVT et la techno. Voilà. Cette année, en zone nord, par exemple, c'est physique, chimie et SVT qui ont été tirés au sort. L'année dernière, c'était SVT et technologie. Donc voilà, on sait, les enfants connaissent cette information pas longtemps avant les épreuves. Voilà pour les épreuves de brevet écrites. L'épreuve orale, c'est essentiellement la préparation d'un oral de brevet, donc dont le choix de sujet est très 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 libre. En fait, les enfants ont la possibilité de choisir leur sujet à la fois au travers de leur centre d'intérêt, des enseignements transversaux qu'ils peuvent suivre au lycée, en histoire de l'art, en histoire tout court, etc. En fait, il faut que le sujet soit validé par leurs enseignants. Et ensuite, ils font le choix de faire un travail individuel ou au contraire un travail collectif. Et donc, l'oral est soit individuel, soit collectif. Ils peuvent être jusqu'à 3 élèves. Euh, et donc, un peu comme le futur grand oral en terminale, voilà, ce qui est évalué, c'est la capacité des élèves à convaincre, etc. Euh, voilà. Ces épreuves, bien sûr, elles sont exigeantes, mais elles sont aussi conformes au programme de la classe de troisième. En mathématiques, elles combinent du calcul, ce qu'on appelle du calcul littéral, etc., de la géométrie et de l'informatique, en particulier sur Scratch. Et en français, les élèves vont avoir et un travail grammatical et une dictée et des questions de compréhension de texte qu'il va falloir rédiger, et puis un travail véritablement de rédaction. En histoire-géographie, en règle générale, ils ont une analyse de documents et une analyse de cartes qui portent sur un ou plusieurs chapitres du programme de la classe de troisième. Voilà un petit peu pour le brevet. Donc, en général, c'est comment dire, pour les enfants, c'est la première confrontation avec une salle d'examen, amener sa pièce d'identité, faire vérifier ses copies, un travail en temps limité réellement, sans possibilité de rajouter 5 minutes ou enlever 5 minutes, etc. Donc, en fait, c'est un premier examen qui se prépare, en fait, et qui leur permet aussi, qui les lance dans ce que sera un peu le lycée et dans ce qui les attend au lycée derrière. Une fois qu'ils ont passé ces épreuves de brevet, ils se retrouvent en classe de seconde. Et là, en classe de seconde, donc c'est la seule année entre la troisième et la terminale, finalement, la seconde, c'est une espèce de parenthèse sans examen. Donc ça, c'est le côté sympathique de la classe de seconde. Le côté moins sympathique de la classe de seconde, c'est que à la fois c'est l'année où il faut acquérir toutes les méthodes de travail du lycée, euh, et en particulier en lettres, en français, etc. Et où il va falloir en plus faire des choix de spécialité qui vont déterminer finalement
le cursus en première et en terminale. Et donc ça, c'est vraiment le gros enjeu de la classe de seconde. D'abord parce que c'est un choix qui intervient très tôt pour les enfants. Donc souvent, ils y sont... euh, tout le monde est un peu stressé par rapport à ce questionnement. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent choisir? En fait, ils doivent choisir 3 spécialités pour la classe de première. De ces 3 spécialités, ils en abandonneront une entre la première et la terminale. Et donc, en terminale, ils n'auront plus que 2 spécialités, donc l'équivalent de ce que dans le système anglo-saxon, on appelle des majors, c'est-à-dire ils ont des grosses matières. Et ces grosses matières, ce sont celles-ci qui vont être évaluées au moment des examens et qui vont un peu déterminer aussi ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite. Donc, du coup, la question qui va se poser, ça va être un peu comment on choisit. Alors, pour savoir comment on choisit, d'abord, voilà, il faut s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cette spécialité. Alors, spécialité, il y en a 8 que vous allez trouver dans quasiment tout, enfin, il y en a 7 que vous allez trouver dans quasiment tous vos établissements. Et d'autres qui vont être plus rares. Donc, les 7 que vous allez trouver partout, ce sont les sciences économiques et sociales, donc l'économie, les mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre, la GGSP, c'est-à-dire histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. En règle générale aussi, dans vos lycées, vous allez trouver une spécialité en langue et littérature étrangère. Donc là, ça va dépendre des lycées. Dans certains lycées, il va y avoir 2 possibilités, par exemple anglais et espagnol. Dans d'autres, il n'y aura que l'anglais qui est ouvert, par exemple. Donc ça dépend d'un lycée à l'autre. Euh, Vous allez avoir ensuite la spécialité humanité, alors qui rassemble des tout petits nombres d'élèves un peu partout, mais qui reste une possibilité, donc qui est une spécialité qui croise littérature et philosophie autour de différentes thématiques. Ensuite, plus rarement, vous allez avoir la spécialité NSI, donc numérique et sciences de l'informatique. Et ensuite, vous allez avoir des spécialités beaucoup plus rares. Vous allez avoir la spécialité art, avec 5 domaines possibles. Donc, c'est soit théâtre, soit audiovisuel, soit art plastique, soit musique, soit danse. Vous allez avoir sciences de l'ingénieur, possiblement, même si je crois qu'en rythme sud, il n'y en a pas. Vous allez avoir latin-grec, donc langue et littérature antique. Et vous avez une spé sport, mais qui, à l'étranger, n'existe aujourd'hui que dans un seul établissement, à l'île Maurice, donc qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc voilà, il va falloir, parmi tout cela, et ce qui est en fait offert dans votre établissement, enfin ce qui est offert à vos enfants dans l'établissement, choisir 3 spécialités pour la classe de première en se projetant un petit peu et en se disant, OK, en terminale, je n'en conserverai que 2. Alors, comment on choisit et un petit peu quel est le calendrier? Alors, le calendrier, en gros, les enfants vont faire des vœux provisoires. Alors, en règle générale, si votre établissement est organisé en trimestre, ça va se faire au milieu du 2e trimestre. Si l'établissement est organisé en semestre, ça va se faire plutôt à la fin du 1er semestre ou au tout début du 2e semestre. Le conseil de classe va émettre un premier avis. Il va dire, bah oui, on pense que ton projet est cohérent avec tes bulletins, ton comportement en classe, tes centres d'intérêt, ce qu'on connaît de toi. D'un point de vue calendrier, les vœux définitifs seront faits en fin d'année et seront validés par le dernier conseil de classe. Enfin, doivent être confirmés par le dernier conseil de classe. Alors, de quoi est-ce que on tient compte, enfin, de quoi est-ce qu'il faut tenir compte
quand il faut choisir ses spécialités. Bah, en fait, vous vous en doutez, si on veut faire médecine, va plutôt falloir choisir des spécialités scientifiques. Physique-chimie, sciences et vie de la Terre, peut-être des maths, mais donc forcément, un des premiers éléments, c'est de tenir compte du projet d'orientation de l'élève, s'il en a un. Et bon, bah, on le sait bien, en classe de seconde, c'est parfois un peu difficile, on ne sait pas trop. Euh, mais on peut déjà avoir des idées. Et, et au-delà des choix de filière, on peut savoir par exemple, alors c'est le cas en Espagne, mais j'imagine, enfin si j'ai bien compris ce que m'a expliqué Aline, mais tu corrigeras Aline si nécessaire, mais dans certains pays, au Brésil par exemple, ou pour, pour rejoindre certaines universités locales, et il y a des élèves qui savent d'ores et déjà qu'ils feront leurs études supérieures en France, même si parmi les élèves de l'hémisphère sud, il y en a quand même 40% tous les ans qui partent faire leurs études en France. Euh, Bah, on peut être obligé de choisir certaines spécialités pour se conformer aux attentes locales. Donc, sur l'Europe, par exemple, on sait que les élèves qui veulent étudier en Espagne, eh ben, pour avoir l'équivalence pour que leur bac français soit admis comme équivalent au bac espagnol pour intégrer un certain nombre de filières universitaires, les élèves doivent conserver l'aspect mathématique jusqu'en terminale. Voilà. Donc, ça c'est ce que je ferai rentrer dans le projet d'orientation. C'est-à-dire que c'est plus que juste le métier, c'est aussi un peu réfléchir à, OK, où est-ce qu'on se projette et comment on s'y projette et de quoi on a besoin par rapport à cette projection. Le deuxième élément dont on va devoir tenir compte, ce sont bien sûr les goûts de l'élève. Et en fait, une spécialité, c'est beaucoup d'heures de cours. C'est 6 heures de cours en première par spécialité, c'est 8 heures de cours, non, je me trompe, c'est 4 et 6, c'est 4 heures de cours en première par semaine, 6 heures de cours en terminale. Ce sont des gros coefficients pour les examens du baccalauréat. Donc, très franchement, si on doit beaucoup travailler une matière, être beaucoup en cours dans cette matière, c'est quand même plus sympa si on aime bien la matière. Et sinon, c'est vraiment un peu pénible. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas complètement écarter euh, les goûts de l'élève pour une matière. Et on le sait, les goûts de l'élève, parfois, ça dépend d'un enseignant. Je ne sais pas, on peut avoir des élèves qui ont détesté leur prof de SVT en seconde et qui, du coup, sont dégoûtés de cette matière et n'ont plus du tout envie de faire SVT. Et ben, en fait, il faut aussi entendre ça parce que ça va faire partie de la capacité aussi de l'élève à réussir et à construire un parcours qui lui convienne pendant ses années lycée. Et puis, évidemment, le dernier élément, au-delà du projet d'orientation et des goûts de l'élève, il faut tenir compte de ses résultats sur la classe de seconde, qui est quand même un bon marqueur qui donne une bonne idée de niveau par rapport à ce qui peut être attendu sur les années de première et de terminale, sachant que en spécialité, entre la classe de seconde, pardon, et la classe de terminale, et le cycle terminal, pardon, il y a une vraie marche. Donc, si je prends l'exemple de ma discipline, en sciences économiques, par exemple, en seconde, tous les élèves font une initiation aux sciences économiques et sociales. Euh, c'est une super matière que moi j'ai adoré enseigner dans les lycées français de l'étranger. Je crois que le dernier endroit où je l'ai enseigné, c'est à Istanbul. J'adorais cette matière parce que c'est en fait c'est une espèce de pub vivante pour les sciences économiques et sociales. En fait, on fait en seconde un peu de tout ce qu'est l'économie et ce qu'est la sociologie, juste pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc, c'est hyper concret, c'est pas théorique, euh, c'est finalement très en prise avec la vraie vie. Et les élèves adorent.
Bon, quand on arrive en première, bah, la récré est terminée et donc on a bien fait un teaser et là, on les assomme avec un début de programme de première qui est hyper technique, hyper théorique, euh, très intéressant, mais du coup, effectivement, on passe un niveau. Et ça, bon, moi, je le vois dans ma matière, mais c'est vrai dans toutes les matières, en fait. C'est-à-dire que il y a vraiment un petit gap, enfin, un gap plus ou moins grand entre la première et la terminale. Et là, entre la seconde et la première, pardon. Donc voilà. Donc, du coup, on ne peut pas non plus complètement écarter les résultats de l'élève. C'est-à-dire que même si, bah, si je conserve l'exemple des SES en seconde, c'est ce qu'on appelle une option obligatoire, je crois. Donc, du coup, les notations sont assez. C'est c'est pas tellement formalisé, etc. Mais bon, si un élève a 6 de moyenne en seconde, on peut quand même s'interroger sur sa capacité réellement à se découvrir un intérêt pour la matière, pour une matière qui va devenir plus technique, qui va devenir plus exigeante, et sur sa capacité à réussir dans cette matière. Donc, voilà pour moi les trois piliers vraiment dont il faut tenir compte pour ces choix de spécialité. Et si on insiste sur ce webinaire à cette période de l'année, c'est que ça mérite en fait réflexion et maturation et discussion en famille. Et en fait, il faut prendre du temps pour choisir. Voilà. Il y a des élèves qui savent tout de suite, ils sont sûrs, ils savent, ils vont faire ça, il n'y a pas de question. Et pour les élèves qui hésitent, qui sont hésitants, qui se disent bah, je ferai bien ça parce que ça m'intéresse en fait. Euh, bah voilà, il faut réfléchir, en discuter et avancer petit à petit pour arriver à ce que bah, au mois de fin octobre, début novembre, au moment des derniers conseils de classe, ils soient en mesure de faire un choix cohérent et qui leur convienne en fait, qui les satisfasse. Voilà un peu pour ces choix de spécialité. Euh, alors du coup, en termes d'implication, de travail, etc., qu'est-ce que ces années de troisième et seconde, qu'est-ce qu'elles nécessitent? Bon, clairement, on est là à quasiment mi-année. Au collège, bon, bah, ce sont les compétences dans les matières fondamentales, c'est-à-dire le français, les mathématiques, qui vont être déterminantes, en fait, qui vont faire que bah, voilà, les élèves vont être capables d'avancer. Normalement, après les vacances de juillet, à partir de la rentrée du mois d'août, pour les troisièmes, le rythme s'accélère un peu. On passe vraiment en mode préparation du brevet. Donc, par exemple, pour la rédaction en français, on monte un petit peu de niveau sur la nature des textes qui sont étudiés aussi. Donc, voilà, l'expression écrite va être déterminante. En mathématiques, bah, on attaque les chapitres un petit peu plus complexes qui nécessitent de bien maîtriser ces outils de quatrième, etc., pour pouvoir avancer. Euh, on a les mêmes problématiques en seconde à un niveau supérieur, c'est-à-dire que ben, en français en seconde, clairement, on prépare le bac de français qui arrive l'année d'après. Donc, bah, le français devient en réalité l'étude des lettres. Donc, on ne fait plus véritablement de langue, on ne fait que de la littérature. Et du coup, bah, ce travail sur la littérature, il requiert des méthodes qui seront les mêmes que celles qui sont attendues au bac de français. Et il requiert bah, de l'entraînement, une aisance, etc., qui va permettre effectivement d'avancer et de bien se préparer à la suite. En mathématiques, c'est pareil. En classe de seconde, bah, on pose clairement les bases pour tous les élèves qui envisagent de suivre la spécialité mathématique ou qui ont besoin, puisque maintenant tous les élèves ont des maths au lycée, qui suivent l'aspect ou non. Bah, effectivement, on pose toutes les bases de tout ce qui est calcul algébrique, les bases de la trigonométrie, les bases de la géométrie. On se réappuie sur ce qui a été fait en troisième
Et là, on solidifie tout ça. Donc ça, c'est vraiment indispensable ensuite à la réussite au lycée. Donc, qu'est-ce que Averroès on fait pour répondre à ces problématiques? Ben, à ce stade de l'année, en fait, on propose aux élèves des stages de mi-année qui nous permettent, soit en 12 heures au collège, soit en 18 heures au lycée sur une semaine, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est-à-dire, ben, on va avoir tous les cas de figure, puisque nous, on ne travaille que avec des groupes homogènes. On va avoir des élèves qui viennent chercher, bah, par exemple en français seconde, là on a deux groupes qui se montent. On a un groupe qui se monte avec des élèves de bon niveau, euh, de langue maternelle française, qui viennent chercher du renforcement, etc., et qui veulent aller plus loin que ce qu'ils font au lycée. Et on va avoir aussi un groupe d'élèves plutôt hispanophone de langue maternelle, je dirais, qui va venir chercher au contraire de la remise à niveau, un travail plus en profondeur sur la langue pour être capable d'aborder ces problématiques de littérature au lycée. Ça, ce sont des stages distincts, bien évidemment. On ne met pas tous ces élèves ensemble, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et sur une semaine, l'enseignant qui s'occupe de ce petit groupe d'élèves va les faire progresser pour que ils atteignent en fin de semaine leurs objectifs. Euh, Ça va être pareil en mathématiques. Euh, voilà, pour cette période de mi-année. Ensuite, bien évidemment, et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas, un élève qui rejoint un stage de révision, et on l'a bien vu l'année dernière, qui était finalement notre première année d'activité dans ce rythme d'examen, dans ce rythme sud. Les élèves qui rejoignent, qui font un groupe de révision, normalement, si ça leur convient, s'ils trouvent bien ce qu'ils sont venus chercher, ensuite, on peut bien sûr les accompagner de manière hebdomadaire jusqu'à la fin de l'année, en tout cas, jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus besoin. Voilà. Donc, moi, l'année dernière, par exemple, j'avais des terminales, donc c'est pas des secondes et des troisièmes, mais le principe est le même, hein, on va retrouver ce principe. J'avais un groupe de terminales avec lequel j'ai travaillé sur la semaine du 15 juillet, je crois. Ce sont des élèves que j'ai retrouvés début août et que j'ai vus toutes les semaines. L'année dernière, leurs épreuves étaient avancées, mais jusqu'à leurs épreuves de baccalauréat, et que j'ai ensuite même, pour certains d'entre eux, accompagné pour leurs épreuves de grand oral. Donc voilà. Donc voilà un peu comment ça se met en route, ce qui permet aussi aux enfants de se sentir accompagnés. Et s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, voilà, de savoir qu'il y a un système de support qui existe. Voilà. Donc voilà pour les troisièmes secondes. Donc je ne sais pas si Cécile et Aline, vous avez des questions. Euh, je peux y répondre. Voilà. Alors, pour le moment, sur les troisièmes et les secondes, pas de questions. Non. Ok. Bon. Donc du coup, j'enchaîne sur les premières. J'enchaîne sur les premières. Ok. Très bien. Donc, je remets mon diaporama. Hop, hop. Voilà. Alors, première et terminale. Alors, première et terminale, donc on avait fait il y a quelque temps, il y a 3 mois, je crois, un webinaire consacré au bac, donc juste après votre rentrée. Donc, en première et en terminale, le calendrier cette année a changé par rapport à celui de l'année dernière. On retrouve un calendrier d'avant la réforme, d'avant le Covid, voilà. Euh, et donc on retrouve en fin de première, donc au mois de novembre, les épreuves
de... hop, voilà, pardon. Je remets ma présentation dans le bon sens. En novembre 2024, les épreuves d'écrit et d'oral de français. Et pour les élèves de terminale, on va retrouver une semaine d'écrit avec l'épreuve de philosophie qui ouvre le bal, puis les épreuves de spécialité, donc 2 épreuves par élève, donc organisées selon les zones sur 2 ou 3 jours. Et ensuite, les épreuves orales, donc essentiellement de grand oral. Avant ça, pour les élèves de terminale, courant octobre, normalement, ou début novembre, entre fin octobre et début novembre, selon les calendriers, selon comment sont positionnées les vacances, etc., les élèves auront passé leurs épreuves orales de langue. Et pour les élèves qui ont des spécialités scientifiques, ils auront passé leurs épreuves expérimentales, leurs épreuves de laboratoire, leurs épreuves pratiques. Voilà, donc ça c'est pour le calendrier. Donc bon, bah, on est en juin, les vacances arrivent. Donc quand ils arrivent en août, en gros, il leur reste 4 mois. Moins les vacances, voilà. C'est à peu près ça le calendrier. Alors, en première, bah, je le rappelle ici parce que ça a quand même pas mal changé. Donc, en première, 2 épreuves, l'écrit et l'oral, chacune avec le même coefficient, donc coef 5 l'écrit, coef 5 l'oral. Donc, à l'écrit, 2 choix d'épreuves, une dissertation ou un commentaire composé. La dissertation, elle se fait sur œuvre. Donc, une dissertation sur œuvre, ça veut dire que c'est l'œuvre complète étudiée par votre enfant dans son lycée. Et le commentaire composé, eh ben, c'est sur un des objets d'étude au programme, c'est-à-dire soit la littérature, soit la poésie, soit le roman, soit le théâtre. Et là, en règle générale, c'est un texte que les enfants n'ont jamais vu. C'est une épreuve de 4 heures. C'est une épreuve difficile. C'est une épreuve sur laquelle, de manière générale, les résultats ne sont pas extraordinaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Ça, c'est l'écrit du bac de français. À l'oral, donc COEF 5 aussi, les élèves présentent 16 textes et non plus 20. Ces 16 textes, bah, ils sont bien évidemment choisis par leur enseignant de lycée. Ils ont à proposer une analyse linéaire du texte. Ils doivent ensuite répondre à une question de grammaire sur ce texte. Donc, l'analyse linéaire, c'est à peu près 10 points. La question de grammaire, c'est 2 points. Et ensuite, les élèves doivent choisir une œuvre complète. Alors là, le choix est beaucoup plus large. Ils peuvent un peu choisir ce qu'ils veulent. Le choix doit être validé par leur enseignant au lycée, toujours. Et donc, ils doivent présenter leur choix. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette œuvre? Qu'est-ce que cette œuvre leur apporte, etc. Et sur cette œuvre, va s'engager une discussion, un entretien sur cette œuvre, une discussion littéraire autour de cette œuvre, des mouvements littéraires et qui va s'appuyer sur finalement leur culture littéraire. Ça, ce sont les épreuves de bac français. Alors du coup, pour les épreuves spécifiquement du bac français, on va proposer aux élèves entre juillet et novembre 2 types de stages. Mais sur le mois de juillet, uniquement des stages consacrés à l'écrit. Donc, un stage consacré à l'écrit, qu'est-ce que c'est? C'est que l'enseignant choisit un objet d'étude en fonction de ce que nous ont communiqué les élèves lors des entretiens pédagogiques. En fait, il faut savoir que quand vous faites une préinscription, soit auprès d'Aline, soit directement sur le site, et c'est ce qui va être le plus simple, vous allez être contacté par Cécile, là,
qui va discuter avec vous des besoins de votre enfant, de ce qu'il vient chercher, de comment se passe son année, de qu'est-ce qu'il a déjà étudié en cours de français, etc. Et donc, en partant de là, on va travailler un objet d'étude. Sur la base de cet objet d'étude, on va travailler toutes les méthodologies. C'est-à-dire qu'on va travailler à la fois le contenu de l'objet d'étude, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, si c'est le roman, les différentes formes de roman, sachant que le programme est est aussi assez circonscrit, hein, c'est-à-dire qu'il y a des périodes qui sont étudiées, etc. Les techniques, la culture littéraire associée au roman de cette période, etc. Et on va travailler la méthodologie et de la dissertation et du commentaire composé. Et les enfants vont s'entraîner. C'est-à-dire qu'on va avoir des ateliers de rédaction. On va travailler un sujet, l'enseignant va travailler un sujet de dissertation, par exemple, avec eux sur, je ne sais pas moi, Manon Lescaut. Et il va leur proposer un sujet de disserte, le travailler avec eux, dégager les axes, la problématique du sujet, dans le cadre du parcours associé que travaillent vos enfants au lycée. Et une fois qu'ils auront fait tout ça, il va leur proposer de rédiger, par exemple, un sous-axe ou de rédiger l'introduction de cette dissertation. Donc, c'est vraiment… Et ça, c'est ce que, à cette période de l'année, on va travailler en français en première. Plus tard dans l'année, en règle générale, à partir du 15 septembre, on va proposer à vos enfants de réviser leurs œuvres complètes. Ils étudient 4 œuvres complètes. Donc, on va leur proposer de travailler en profondeur leurs œuvres complètes. Et donc là, ce sont des petits modules, beaucoup moins interactifs, de 6 heures de cours, donc 2 fois 3 heures, pendant lesquels l'enseignant va apporter à vos enfants une compréhension plus fine, si elle est requise, de l'œuvre, de la dynamique des personnages, de la dynamique de l'œuvre, de son contexte, mais aussi des éléments sur l'auteur, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail en profondeur. Là, pour le coup, on n'est pas dans quelque chose qui est très, très interactif. Il n'y a pas d'entraînement à l'écriture, etc. On est vraiment sur l'approfondissement d'une œuvre travaillée au lycée. Mais ça, pas du tout pour le mois de juillet, à partir de la mi-septembre à peu près. Pour l'oral, pareil, rien maintenant. Pour l'oral, on va démarrer avec les vacances alors, selon dans quel pays vous êtes, mais en gros, les vacances qui se positionnent entre septembre et octobre. Voilà, à peu près. Et là, on propose 2 types de choses. Soit stage de préparation de texte. Alors là, ça suppose qu'on ait au moins 4 enfants qui ont exactement les mêmes textes. Donc, en général, c'est des enfants qui sont dans la même classe ou qui ont le même prof. Et donc, ils présentent la même liste de textes. Et là, on travaille avec eux l'analyse linéaire de chacun de leurs textes. C'est-à-dire qu'en gros, pour parler concrètement, on fait avec eux leur fiche sur les textes. Et sur une semaine, on a le temps de faire en gros 6 à 7 textes des 16 textes. Et ensuite, on propose aussi des simulations orales. Donc, c'est-à-dire que là, on met les enfants en condition d'examen. Donc là, sur la zone nord, par exemple, on est en plein dedans. On met les enfants en condition d'examen et sur une semaine, ils passent avec une équipe entre 3 et 5 enseignants. Ils passent 10 fois sur leur propre texte en individuel. Et à chaque fois, ils ont une correction individualisée. Voilà. Donc là, c'est vraiment la répétition sur les 10 textes qui permet la maîtrise complète de la méthode, de l'oral. Et ensuite, les corrections individuelles qui permettent de s'améliorer. Donc ça, vraiment, et on l'a vu encore il y a il y a 8-10 jours, là, avec des élèves, avec un groupe d'élèves de San Francisco qui, eux, passaient le bac, passaient les oraux fin mai.
des élèves qui démarrent avec des notes à 5, 6, 7 sur 20 en début de semaine et qui finissent la semaine à 14, 15 sur 20. Alors, on va dire qu'ils auront 18 ou le jour de l'épreuve, mais ça veut dire que clairement, entre le premier passage et le 10e passage, il y a une dynamique qui s'est mise en place, en fait. Alors, évidemment, il faut que l'élève travaille en parallèle, hein. Ça ne se fait pas tout seul, mais qui permet véritablement de s'améliorer. Voilà pour la classe de première. Pour les classes de... Alors, bien évidemment, hein, au mois de juillet, là, je me suis concentrée sur le français, parce que ce sont les épreuves auxquelles les élèves, que les élèves vont passer cette année. Mais bien évidemment qu'au mois de juillet, on leur propose aussi, comme pour les secondes et comme pour les troisièmes, le renforcement de leur matière de spécialité. Ce qu'on va retrouver en terminale. Et donc en terminale, ils préparent les épreuves finales. J'aurais pu écrire en première, c'est assurer soit son contrôle continu pour la spécialité qu'on va abandonner, soit renforcer les apprentissages du premier semestre. Là, en terminale, on est sur les épreuves de spé, l'épreuve de philo à ce stade de l'année, et c'est tout. Donc, en philo, on va proposer des stages essentiellement tournés vers la méthodo. Donc, on s'appuie sur une ou deux notions au programme parce qu'on est obligé. À partant de là, on travaille la méthode de la disserte et la méthode du commentaire. Et comme en français, on s'entraîne. Et ensuite, on a les stages de spécialité. Donc là, j'en parlais tout à l'heure avec l'exemple des SES, mais c'est pareil en maths, c'est-à-dire qu'on va soit retravailler des chapitres qui ont déjà été vus dans la première partie de l'année, de manière à bien les consolider et travailler les méthodos. Pareil en maths, en physique, en SES et en géopo. Et pour les élèves de rythme sud, ce sont les 4 spécialités qu'on va proposer cette année au mois de juillet. Voilà. Et donc, bien évidemment, en première, on va proposer selon le même principe les mêmes 4 spécialités, c'est-à-dire maths, physique, chimie, SES et géopolitique. Voilà. Ce qu'on ne fait pas à Averroès, c'est qu'on ne fait pas de cours de langue. D'abord parce que, à l'exception du français, nos élèves sont en général, enfin, vos enfants sont en général très bons en langue. Ils parlent 12 000 langues, souvent. Donc, ça, c'est vraiment pas un besoin. Et pour les terminales et pour les premières aussi, pour se projeter un peu dans ce qu'on fait plus vers la fin de l'année, c'est qu'on va faire des stages de révision véritablement de révision, où on va moins prendre le temps et être plus en mode révision, plus on va s'approcher des épreuves. Et en ce qui concerne le grand oral, on propose aux élèves la même chose que ce qu'on leur propose pour le français ou ce qu'on leur propose pour l'oral de troisième, c'est-à-dire qu'on leur propose des simulations en conditions d'examen. Donc, moi, j'ai fait passer, par exemple, là, donc vous preniez votre petit-déj ou que vous dormiez encore, j'ai fait passer 3 élèves en sciences éco. Et donc, le principe, c'est que les enfants sont en condition d'examen, ils présentent leur sujet comme ce qui est attendu à l'épreuve. On a l'entretien sur leur sujet, pareil comme ce qui est attendu à l'épreuve, avec les questions, etc. Et ensuite, on corrige, on débriefe clairement, on leur donne une feuille de route de façon à ce que lors de leur prochain passage, ils aient amélioré leur performance. Voilà. En face de, pour faire tout ça, vous en doutez, je ne suis pas toute seule. Alors, bien sûr, il y a Aline et Cécile, hein, ça c'est sûr. Mais on a aussi une grosse équipe enseignante. Donc, c'est un peu c'est un peu notre ADN aussi, c'est d'avoir nos propres profs qui sont là depuis longtemps avec des chefs de département qui supervisent en fait le travail de toutes les équipes et une direction pédagogique avec Albin
voilà, qui s'assurent que, on en parlait tout à l'heure, que les groupes sont homogènes, que les objectifs et les attentes des enfants correspondent bien à ce qui va être fait pendant le stage. Voilà, et dont le job est de s'assurer que, voilà, qu'on aide bien les enfants comme ils ont besoin d'être aidés, en fait, euh, en fonction des besoins de chacun. Euh, Ce qu'on ne fait pas non plus pour ceux d'entre vous qui seraient là pour la première fois, on ne fait aucun accompagnement individuel, sauf pour les oraux, où là, bien sûr, les élèves passent tout seuls. Mais sinon, on travaille toujours en petits groupes de minimum 4 élèves. Euh, c'est clairement un choix, hein. Le choix, c'est celui de, un, la dynamique de groupe, de l'apprentissage de la dynamique de groupe, et deux, c'est clairement l'autonomie. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de rendre les enfants véritablement maîtres de leurs apprentissages et qu'ils soient autonomes face à ça et que finalement, ils n'aient plus besoin de nous, en fait. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que c'est tout. Moi, j'aimerais bien, Caroline, si tu Oui. pouvais parler du retour d'expérience là que vous avez, j'imagine, sur l'hémisphère nord, avec les nouveaux programmes qui sont pour le bac en terminale, le fait qu'il y ait énormément de chapitres, d'où le titre du webinaire qui était comment anticiper, parce que je crois que dans ta matière, il y a pratiquement le double de chapitres que par rapport à l'an dernier. Hmm. Donc, c'est vrai que dans l'hémisphère sud, on se réveille souvent assez tard pour les révisions. Et là, la masse de travail, elle est nettement plus conséquente que les années précédentes. Donc, si tu pouvais peut-être en dire un petit mot. Oui. Alors, en fait, ça concerne, le changement, il concerne essentiellement les terminales. Euh, mais dans le principe, en fait, ça s'applique aussi aux premières pour le bac de français. C'est-à-dire que, en fait, la réforme, donc il y a maintenant, au moment du Covid, 2019, je crois, la réforme a clairement visé une élévation des niveaux et un enrichissement des programmes. Alors, en français, c'est l'année dernière que finalement, ils ont pour la première fois dû travailler la totalité du programme et la totalité des textes. Donc, et d'ailleurs, eu égard à ça, il y a eu une révision du nombre de textes à présenter pour l'oral, qui est pour la première fois de 16, alors que précédemment, c'était 20 textes, en fait. Bon, avec le Covid, finalement, ils n'avaient jamais présenté 20 textes, les enfants, mais on s'est rendu compte que 20, on s'est rendu compte, le ministère a considéré que c'est trop, et donc ils sont passés à 16 textes. Mais c'est vrai qu'en première, l'épreuve de lettres au lycée, entre les 16 textes, plus les 4 œuvres complètes, plus les lectures cursives, en fait, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont plus le temps de faire de la méthodo. Ils n'ont plus le temps de réapprendre aux enfants comment on construit une disserte ou comment on fait un commentaire. Ça, c'est normalement, c'est fait en seconde. Et après, il faut avancer en fait parce que sinon, ils n'arrivent pas au bout du programme. Dans les matières de spécialité, c'est vrai que depuis la réforme, je ne sais pas très bien comment expliquer ça, mais en gros, les épreuves, il était prévu que les épreuves soient passées au mois de mars, de manière à ce que pour les enfants de l'hémisphère, donc ce qui pour vous correspondrait au mois d'août, fin août. Ce qui pour les enfants de l'hémisphère nord faisait que ces enfants pouvaient avoir des notes de bac pour leur dossier de candidature dans le supérieur, des notes officielles. Bon, et donc de ce fait-là, évidemment, quand on faisait passer les épreuves en mars, les élèves n'étaient examinables que sur une partie du programme, évidemment. Et donc, moi, dans ma matière en SES, par exemple, le programme complet, c'est 12 chapitres. Ils étaient examinables sur 7 chapitres. Et en fait, les chapitres examinables tournaient d'une année sur l'autre. Bon, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec le Covid, finalement, quasiment, on a toujours, depuis la réforme, on avait quasiment toujours eu toute l'année pour faire 7 chapitres. Bon,
sur un programme de 12 chapitres, autant vous dire que c'était quand même très confortable. Voilà, et les enfants, ils avaient à réviser 7 chapitres, donc c'est quand même pas la mort. L'année dernière, dans l'hémisphère sud, vous avez été particulièrement avantagés parce qu'en réalité, les épreuves ont été fixées non pas fin août, comme ça aurait dû être, enfin mi-août d'ailleurs, comme ça aurait dû être le cas si on s'était calé sur le calendrier officiel, mais les enfants ont passé leurs épreuves fin septembre. Donc à fin septembre, ils avaient 7 chapitres. Donc là aussi, j'ai envie de vous dire que même des élèves, et pour le coup, moi j'en ai eu l'année dernière, même des élèves qui avaient glandé toute une partie de l'année, en fait, 7 chapitres, c'est rattrapable. En fait, si vous vous imitez, en gros, ils s'y étaient mis en juillet, je pense à 2 élèves en particulier, finalement, ils ont fait un stage en juillet et on a remis la machine en route. Voilà, entre juillet et fin septembre, je vous dis pas que c'est devenu des stars de l'économie, mais en tout cas, c'était rattrapable. Cette année, c'est vrai qu'en éco, on a 12 chapitres. Alors, ça se fait, hein, on le fait. Moi, les élèves que j'ai suivis en hémisphère nord toute l'année, c'est-à-dire que j'ai eu toutes les semaines entre on va dire, la première semaine d'octobre et les épreuves de bac, on a fait les 12 chapitres. Et je ne les vois que 2 fois par semaine. On a fait les 12 chapitres, on a fait des tonnes de dissertes, on a fait des tonnes d'annales de bac. Donc, ça se fait. Mais ce qu'on voit dans les lycées, c'est que c'est très lourd pour les enseignants qui ont des grosses classes. En fait, pour moi, c'est confortable. Je travaille avec des petits groupes de 6, 8 élèves. Donc, évidemment, je peux avancer plus vite. Voilà. Et c'est vrai que le programme est très dense et que là, aujourd'hui, si on a un peu zappé tout le programme de début d'année, là, dans les mois qui restent, il va falloir faire les 6 ou 7 chapitres qui restent, voire 8, parce qu'en fait, on sait ça va moins vite en début d'année qu'en fin d'année, plus rattraper ce qu'on a raté. Donc, c'est vrai que les programmes sont conséquents. On ne va pas se mentir. Voilà. En tout cas, moi, dans ma matière, c'est conséquent. En physique-chimie, c'est conséquent. Et en maths aussi. Et en maths aussi, et en AGGSP aussi. C'est-à-dire que là aussi, il y avait des allègements. Alors, c'était en AGGSP, c'était exactement comme en SES, c'est-à-dire qu'il y avait des sujets qui tournaient. Donc, les élèves n'étaient pas examinables sur tout le programme. Euh, et, euh, et en maths et physique, alors en maths et physique, c'était un petit peu moins, c'était pas aussi, c'est pas aussi tranché, parce qu'en maths et physique, en fait, c'était des morceaux de chapitres qui étaient enlevés, en fait. En physique, il y a des chapitres entiers et en chimie qui étaient exclus des épreuves de baccalauréat, mais en maths, c'était plutôt des morceaux de chapitres, en fait, qui étaient retirés. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça fait que la deuxième partie d'année pour les élèves de terminale, c'est quand même assez sport, hein, on va pas se mentir. Voilà. Surtout que en SP, les élèves, il n'y a pas d'heure dédiée au grand oral, par exemple. Ils n'ont pas d'heure de cours dans leur emploi du temps. Si vous regardez leur emploi du temps, nulle part, vous allez voir la matière grand oral. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils sont censés faire en autonomie. Donc, avec tout ce que ça suppose de complexité de travailler en autonomie. Donc, en fait, selon les possibilités de l'enseignant dans le lycée, selon l'emploi du temps qu'il a, selon les heures qu'on va lui donner en plus pour faire ça, il va avoir le temps d'accompagner les élèves, etc., ou en tout cas de les guider. Mais globalement, le grand oral, c'est le travail individuel des élèves. En philo, c'est pareil, on est sur 17 notions. 17 notions. 17 notions. 17 notions, c'est beaucoup pour une matière qui est nouvelle et dont il faut acquérir les codes parce que le commentaire de texte philosophique, c'est pas la même chose que le commentaire composé. Donc voilà, et la dissertation philosophique, c'est pareil, ça ne s'invente pas. Donc là aussi,
Euh, voilà. Donc c'est vrai que je vais pas, il y a pas de, je cherche à affoler personne, c'est pas du tout l'objectif, mais ce serait mentir. Donc là, de l'hémisphère nord, ça y est, ils ont fini. Enfin, donc, moi là, tous mes élèves sont passés, etc. Ils sont plutôt contents, hein. J'en ai eu ce matin encore. Aïla, qui est au Mozambique, elle était super contente. Elle m'a dit, bah, en fait, j'ai pris la disserte, je me suis sentie super à l'aise, je suis contente de ce que j'ai fait, etc. Donc, c'est super chouette. Mais si vous leur demandez ce qu'ils ont pensé du dernier mois écoulé, ils vont vous dire qu'ils ont trouvé ça long et dur. Mais voilà. Donc, ça, c'est un peu la réalité. Voilà ce que je Oui, pouvais donc rajouter sur pour résumer, ça. effectivement, consolider le premier semestre, ça peut être quelque chose d'important. Surtout que, je ne sais pas pour les autres pays, mais au Chili, la notation est passée en semestre et non plus en trimestre depuis cette année. Donc, les conseils de classe viennent de se terminer, les gens vont chercher leur bulletin. C'est un peu le moment d'organiser la deuxième partie de l'année, quoi. Donc, je ne saurais que Oui, recommander de toute façon, c'est ouais, toujours de le voir cas. ses priorités. J'ai envie de dire que de ce point de vue-là, euh, alors c'est un avis qui est complètement personnel, hein, mais de ce point de vue-là, je trouve que finalement le calendrier de la zone de l'hémisphère sud est assez sympa en fait, parce que cette espèce de gros break à mi-année permet de faire le point, ça donne un vrai appel d'air en fait. Et on peut à la fois prendre des vacances et se dire bon bah là cette matière quand même il faut que je me bouge un peu. Euh, et c'est possible. Et en fait, si je le compare avec l'hémisphère nord, dans l'hémisphère nord, cette période finalement ce serait les vacances de Noël, parce qu'après derrière les gamins ils rentrent en plus ils se cognent l'orientation, etc. Donc il vient se rajouter. Donc ce serait les vacances de Noël, sauf que bah, vous le savez, hein, vous êtes tous des parents comme moi, on a tous des enfants. Les vacances de Noël, qu'est-ce qu'on fait? On court partout, on va dans la famille, on mange beaucoup, on se couche tard, on fait la fête. Et donc en fait, ils ont pas ce. Finalement, dans l'hémisphère nord, il n'y a jamais un moment comme ça, comme celui que vous avez au mois de juillet. On peut se dire, bah voilà, là je peux le faire et quand même faire des trucs sympas et quand même être en vacances, mais aussi voilà. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, je trouve que ce calendrier qui est un peu plus proche du calendrier universitaire, c'est pas mal pour les enfants en fait. Voilà. Mais ça n'engage que moi. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, Cécile et Aline. Oui, on a une dernière question notamment sur le grand oral. Comment on s'organise pour participer Pour participer à nos cours, euh, enfin, à ce qu'on propose? C'est à ce quelqu'un qu'on propose. de quel pays? Enfin, je crois que c'est quelqu'un du Chili, c'est ça? Alors, oui, exactement. Donc il faut, voilà, je pense que Caro va l'expliquer, mais il faut d'abord avoir ces sujets, c'est ça? Oui, alors en fait, pour le grand oral, donc le grand oral, on démarre, c'est sur le site, hein, bien évidemment, mais comme pour tous nos cours, le grand oral, on démarre, on ne va travailler le grand oral que, en gros, alors, l'expérience de l'hémisphère nord, parce que en fait, depuis la réforme, je vais être très honnête, le calendrier et l'organisation des examens a changé tous les ans. Si ce n'était pas pour cause de Covid, c'était pour cause de réforme ou pour cause de. Donc, en fait, je ne peux que extrapoler sur ce qu'on vient de vivre, enfin, ce qu'on est en train d'expérimenter dans l'hémisphère nord. Donc, ce qu'on voit cette année dans l'hémisphère nord, c'est que les élèves valident leur sujet avec leurs enseignants au lycée, en gros, à peu près à un mois des épreuves terminales, donc ce qui pour vous ferait du début novembre, je dirais. Et Non, ce sera avant, un petit peu avant. Parce que les épreuves terminales sont vraiment en novembre. Donc ce sera plutôt octobre, je dirais, le sujet. Des sujets validés. fin octobre, parce qu'il y a les vacances et tout ça, donc voilà. Et du coup,
on a fait passer les enfants. Alors, ça veut dire que les élèves doivent travailler leur sujet, le préparer, etc., en même temps qu'ils préparent les épreuves écrites. Autant vous dire que ça, c'est quand même un peu challenging pour les enfants. Et nous, on les fait passer en simulation. Donc, c'est-à-dire qu'ils se préinscrivent sur le site, on récupère leur sujet en fonction de leur sujet et de leur spécialité. On affecte des examinateurs dont c'est la spécialité. Ou qui, je sais pas moi, s'ils passent LLCE anglais, qui parle anglais, par exemple. Euh, et, euh, et ensuite, on les fait passer en simulation d'examen entre les écrits et les convocations au grand oral. Et en règle, donc, ils ont 2 sujets, ils passent 2 fois par sujet. Et en règle générale, entre un passage et le deuxième, il y a au moins 48 heures. Pourquoi? Alors, sauf quand on est très contraint par les calendriers, hein, et là, ça dépend un peu de vous aussi et de l'anticipation, c'est-à-dire que quand on travaille dans l'urgence et que l'épreuve est dans 3 jours, on fait ce qu'on peut. Mais quand on peut anticiper, on leur laisse au moins 48 heures de manière à ce qu'ils aient le temps de retravailler. Si je prends un exemple très concret, j'ai fait passer une jeune fille ce matin sur le sujet, c'était en quoi est-ce que les réseaux sociaux, en quoi est-ce que les médias sociaux améliorent l'engagement politique des jeunes. On a fait sa présentation, c'était préparé, c'était travaillé, etc. Je ne peux pas dire. Mais à l'issue de son passage, il faut reprendre entièrement l'introduction. Elle a le contenu, mais il faut reconstruire complètement le plan et de la présentation. Donc c'est du boulot. Donc, pour qu'elle repasse et que ce soit efficace et qu'elle soit opérationnelle, voilà, elle repasse en l'occurrence, je crois, mardi. Parce qu'elle passe son grand oral, sa vraie épreuve jeudi. Donc voilà comment ça se déroule, en fait. Et après, alors bien évidemment, ils ont une correction individuelle, c'est-à-dire que quand je dis correction, on leur dit pas juste ça c'était bien, ça c'était pas bien. On leur dit bien sûr ce qui était bien, et ensuite surtout, on leur donne à l'oral, ils notent toutes les pistes d'amélioration. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Alors après, c'est pareil, pour participer à un stage, etc., le principe est toujours le même. Vous vous préinscrivez sur le site parce que ce sera le point de départ. Et à partir de là, Cécile ou Aline, en règle générale, Cécile vous contacte en français ou en espagnol ou en anglais. Et, va identifier vos besoins, etc. Et ensuite, nous, notre job, c'est de constituer des groupes homogènes. Bon, parfois, on ne va pas se mentir, parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on n'a pas suffisamment d'élèves homogènes. Je pense à des élèves au Pérou, là, en pré-rentrée, donc avant la rentrée de février au Pérou. Donc, on était sur un stage de janvier. Des élèves qui voulaient préparer la rentrée en seconde en français. Ils n'étaient pas assez nombreux ou alors ils n'étaient pas tous disponibles la même semaine. Et donc, des fois, on n'y arrive pas. Donc, voilà. Et pour que ça. Mais ça, c'est notre job. Alors après, si vous nous dites, moi, mon enfant veut s'inscrire, mais il a aussi 2 potes qui veulent s'inscrire, évidemment que c'est beaucoup plus facile pour nous de constituer des groupes homogènes. Après, on vérifie que c'est homogène, etc. Mais on sait déjà qu'ils travaillent dans le même sens, ils sont sur la même zone, ils sont disponibles en même temps, etc. Voilà. Ça, c'est notre ingénierie pédagogique, j'ai envie de dire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si moi j'avais une autre question d'un parent qui ne peut pas citer, c'est pas vraiment le sujet, mais c'était par rapport aux résultats de Parcoursup. Donc c'est tombé un peu partout et comme souvent, il y a eu des joies et beaucoup de déceptions. Et donc la question c'était est-ce qu'il est possible de faire appel, notamment sur des formations. Voilà, enfin, là c'était en l'occurrence sur des prépas en général suspect.
ou HEC, enfin, ou CGPE, où le dossier était particulièrement, enfin, les dossiers sont excellents et il n'y a même pas de liste d'attente, où il y a des refus. Donc, est-ce qu'il y a des appels possibles ou pas vraiment? Pas que je sache. Oui, Pas que je sache. Alors après, j'ai envie de dire que la problématique sur Parcoursup, c'est, j'ai envie de dire, il ne devrait pas y avoir il ne devrait pas y avoir de déception. C'est-à-dire que des élèves qui sont pris nulle part, en prépa par exemple, euh, c'est que... C'est pas le cas. Ah, c'est pas le C'est pas cas. le cas. En revanche, c'est pas du tout ce qu'ils attendaient, quoi. Ah oui, mais ça c'est... Et donc, comme souvent, on parle d'enfants qui ne sont pas français et pour qui les études en France vont constituer un coût non négligeable, il faut que ça vaille le coup par rapport aux résultats attendus après. Donc, c'était la Ah question de se dire, est-ce que je continue, est-ce que je tente encore une filière française ou je vais choisir une filière qui ne soit pas française, quoi. Donc, on non, m'a non, demandé de te poser. Oui, enfin, Je savais. je pense qu'il n'y a pas de procédure d'appel. D'abord parce que le système fonctionne si on n'est même pas sur les attentes et qu'on a été refusé. Alors en revanche, il est possible de demander pourquoi. Il peut y avoir une justification de la commission de. Mais normalement, il y a l'explication de la commission des vœux. Normalement, il y a une petite explication de pourquoi. Mais, euh, mais voilà, c'est que ça suffit pas. En fait, le problème, c'est que Parcoursup, qu'est-ce qui est pris en compte? Il y a les notes, mais bon, on va pas se mentir, les notes, enfin moi, de ce que j'en ai vu l'année dernière des élèves que j'avais, les notes dans les lycées, elles sont très élevées. Elles sont très élevées. Voilà. Elles Sont sont très très élevées. élevées. Oui, Elles sont très élevées. Donc, en fait, les formations dans Parcoursup, ils sont pas dupes non plus. C'est-à-dire que quand on sait qu'un oui, oui, non, lycée mais en sur l'occurrence, note, le dossier dont on parle est un excellent dossier et surtout, il le compare à d'autres personnes de l'hémisphère sud qui eux-mêmes ont été acceptés dans ces dossiers, dans ces formations avec des dossiers moindres. C'est là qu'il y a incompréhension, en fait. ouais. Alors après, Sinon, est-ce bon, après, que voilà. ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Il peut toujours tenter, hein. Enfin, moi, je Oui, oui. vois pas. Mais Non, il ok, n'y a ok. pas de procédure spécifique. D'accord. Merci. Pas de procédure spécifique. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je pense que vous n'avez pas d'autres questions. J'ai même débordé du temps. Je pensais que c'était 1 heure et voilà, je me suis emballée. Et ben donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps ce samedi matin chez vous. Euh, et, euh, et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est joignable par WhatsApp toutes. Donc, peut-être je peux remettre simplement pour finir. On aurait pu le faire juste avant. Mais bon, remettre les coordonnées des uns et des autres. Hop, hop, voilà. Euh, donc, vous pouvez faire une capture d'écran. On est tout en l'occurrence là, joignable sur WhatsApp. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est quand même avec les enfants, il n'y a pas de questions bêtes ou qui ne méritent pas d'être posées. Tout mérite d'être posé. Des fois, on ne peut pas répondre et on vous le dira. Et sinon, dans la mesure du possible, on vous répondra. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps et je vous souhaite du coup un très bon week-end. Merci Merci à tous, beaucoup. hein. Au revoir. Au revoir.